voix dessus pour slammer mon texte. Ce son s'adresse aux jeunes Africains, parce qu'à la fin de la journée, alors que l'homme et la femme noire sont rejetés, malmenés, violentés partout dans le monde, il faudra bien qu'on s'arrange pour avoir notre chez nous, dans lequel on sera respecté, dans lequel on aura une vie confortable, digne et paisible. Pour cela, il faut s'impliquer, il faut prendre les choses en main, il faut prendre les bonnes décisions. Mettez-moi vos commentaires en dessous pour me dire ce que vous pensez de ce texte, de ce son. Je remercie tous ceux qui ont contribué au clip qui a été réalisé par mes personnes en Côte d'Ivoire, elles se reconnaissent. Tous des jeunes qui auraient pu partir ailleurs comme tant d'autres, mais qui ont décidé de rester sur la terre-mère, ici. Conquérons d'abord les entités qu'on appelle pays, pour ensuite se mettre ensemble et se réapproprier notre continent, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils font partie des quelques 800 victimes du naufrage de dimanche au large de la Libye. Un Zodiac avec à son bord 119 migrants. La plupart ne savent pas nager. Il faut éviter à tout prix le mouvement de panique. Sur les cercueils, des numéros. Aucun élément d'identité n'a pu être retrouvé. En Côte d'Ivoire, les motivations de ces candidats au départ interpellent. Tu dis que tu n'as pas 15 000 francs pour faire tes papiers et te faire enrôler. Mais tu arrives à trouver 1 500 000 francs pour aller mourir en Méditerranée. Tu dis que tu t'en vas parce que chez toi, les pauvres ne vont pas à l'école. Mais tu choisis librement d'aller en Libye finir tes jours dans une géole. Tu écartes celui qui te propose une Côte d'Ivoire meilleure en le traitant de rêveur. Mais ce sont tes propres rêves d'Italie et d'Allemagne qui te font partir ailleurs. Jeune, faut te revoir. Jeune, c'est toi l'espoir. Jeune, faut t'impliquer. Jeune, deviens leader. Tu dis que chez toi il n'y a plus d'espoir parce que tout le monde est corrompu. Mais tu es prêt à corrompre tout le monde à Agadez et Daloa pour pouvoir être vendu. Tu dis que tu ne t'engages pas parce que les soldats du régime te font peur. Mais tu cours pour te jeter devant les armes et les calaches des passeurs. Tu dis que tu n'as plus de force et que le bureau de vote est trop loin. Mais tu es prêt à traverser le Sahara pour un destin incertain. Jeune, faut te revoir. Jeune, c'est toi l'espoir. Jeune, faut t'impliquer. Jeune, deviens leader. Tu dis que tu n'as pas confiance aux résultats des élections, mais tu choisis d'aller subir la violence des érections en détention. Tu dis que tu n'as pas le courage de marcher jusqu'à l'EPP pour aller voter, mais tu es prêt à affronter la Méditerranée sur un pneumatique sans savoir nager. Tu dis que tu souffres, que tu as faim et que chez toi c'est la misère, mais tu préfères crever la gorge sèche, le ventre vide dans le désert. Jeune, faut te revoir. Jeune, c'est toi l'espoir. Jeune, faut t'impliquer. Jeune, deviens leader. Sinon, ici ou ailleurs, tu seras le noir. Le noir. Le noir. Le noir qui sera broyé. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yang. Alors que le président tunisien, qui ne mérite même pas que je prononce son nom, a tenu des propos ahurissants de racisme et de haine à l'endroit des populations noires qui séjournent en Tunisie et auxquelles jusqu'à présent aucun chef d'État africain ou responsable de nos organisations continentales ou régionales n'a réagi, je voudrais vous faire écouter un son que j'ai écrit et produit et que j'ai confié au rappeur ivoirien TUI, qui a eu l'amabilité de poser sa voix dessus pour slammer mon texte. Ce son s'adresse aux jeunes Africains, parce qu'à la fin de la journée, alors que l'homme et la femme noire sont rejetés, malmenés, violentés partout dans le monde, il faudra bien qu'on s'arrange pour avoir notre chez nous, dans lequel on sera respecté, dans lequel on aura une vie confortable, digne et paisible. Pour cela,
Il faut s'impliquer, il faut prendre les choses en main, il faut prendre les bonnes décisions. Mettez-moi vos commentaires en dessous pour me dire ce que vous pensez de ce texte, de ce son. Je remercie tous ceux qui ont contribué au clip qui a été réalisé par mes personnes en Côte d'Ivoire. Elles se reconnaissent. Tous des jeunes qui auraient pu partir ailleurs comme tant d'autres, mais qui ont décidé de rester sur la terre-mère, ici. Conquérons d'abord les entités qu'on appelle pays, pour ensuite se mettre ensemble et se réapproprier notre continent, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils font partie des quelques 800 victimes du naufrage de dimanche au large de la Libye. Un Zodiac avec à son bord 119 migrants. La plupart ne savent pas nager. Il faut éviter à tout prix le mouvement de panique. Sur les cercueils, des numéros. Aucun élément d'identité n'a pu être retrouvé. En Côte d'Ivoire, les motivations de ces candidats au départ interpellent. Tu dis que tu n'as pas 15 000 francs pour faire tes papiers et te faire enrôler. Mais tu arrives à trouver 1 500 000 francs pour aller mourir en Méditerranée. Tu dis que tu t'en vas parce que chez toi, les pauvres ne vont pas à l'école. Mais tu choisis librement d'aller en Libye finir tes jours dans une géole. Tu écartes celui qui te propose une Côte d'Ivoire meilleure en le traitant de rêveur. Mais ce sont tes propres rêves d'Italie et d'Allemagne qui te font partir ailleurs. Jeune, faut te revoir. Jeune, c'est toi l'espoir. Jeune, faut t'impliquer. Jeune, deviens leader. Tu dis que chez toi il n'y a plus d'espoir parce que tout le monde est corrompu. Mais tu es prêt à corrompre tout le monde à Agadez et Daloa pour pouvoir être vendu. Tu dis que tu ne t'engages pas parce que les soldats du régime te font peur. Mais tu cours pour te jeter devant les armes et les calages des passeurs. Tu dis que tu n'as plus de force et que le bureau de vote est trop loin. Mais tu es prêt à traverser le Sahara pour un destin incertain. Jeune, faut te revoir. Jeune, c'est toi l'espoir. Jeune, faut t'impliquer. Jeune, deviens leader. Tu dis que tu n'as pas confiance aux résultats des élections, mais tu choisis d'aller subir la violence des élections en détention. Tu dis que tu n'as pas le courage de marcher jusqu'à l'EPP pour aller voter, mais tu es prêt à affronter la Méditerranée sur un pneumatique sans savoir nager. Tu dis que tu souffres, que tu as faim et que chez toi c'est la misère, mais tu préfères crever la gorge sèche, le ventre vide dans le désert. Jeune, faut te revoir. Jeune, c'est toi l'espoir. Jeune, faut t'impliquer. Jeune, deviens leader. Sinon, ici ou ailleurs, tu seras le noir. Le noir. Le noir. Salut à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Je me porte très bien. Moi, c'est Kwale MBK. Aujourd'hui, j'aimerais passer un petit moment avec vous, un moment de réflexion citoyenne, de réflexion africaine, de réflexion sur les problèmes dont traverse le peuple africain. Et j'aimerais particulièrement attirer votre attention sur un texte de musique qu'a écrit une de nos sœurs, une de nos compatriotes, Madame Nathalie Yamb. Et j'aimerais qu'on ait une réflexion profonde sur ce texte. Mon live n'a pas l'intention de créer des polémiques ou bien de combattre qui que ce soit. Non, mon live a une intention d'apporter ma part dans la construction de ce que nous appelons l'Afrique, dans le regain de ce que nous appelons l'Afrique, dans la renaissance, en fait, de l'Afrique
qui a été morte, meurtrie, détruite pendant plusieurs siècles. Donc, j'ai donc voulu approcher à travers le texte de Madame Nathalie Yam parce que c'est une leader d'opinion. C'est parce que c'est une femme qui est écoutée par des millions d'Africains. C'est une tête. C'est une élite africaine dans la communication pour les Africains. Mais moi, j'ai toujours eu un petit souci avec la communication. La façon de communiquer aux Africains le message, de passer le message. Si vous avez suivi la musique, en fait, elle a dit, c'est elle qui a écrit ce texte. C'est Madame Nathalie Yam qui écrit le texte que vous voyez. Et elle écrit ce texte. Elle le passe à des artistes, à certains artistes, ou bien à un artiste ivoirien, qui sont ces personnes à elle. Ils se reconnaîtront, elles se reconnaîtront, et qui devraient mettre ces textes dans une musique, dont un slam ou un rap. C'est un rappeur. Beaucoup d'entre vous peuvent se dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec... c'est pas important actuellement. Ce qui est important actuellement, c'est le changement. Justice pour Martinez. Justice pour Martinez, parce que Martinez a été traité injustement. Et puis bon, c'est là-bas que nos cœurs sont. C'est là-bas que toute notre attention est. On s'en fout de ce qui se passe dans le monde. Nous sommes plus attentifs à ce qui se passe au Cameroun. Mais j'aimerais vous faire comprendre que vous pouvez être attentif à quelque chose qui ne se passe pas. Il est fort possible d'être attentif à quelque chose qui ne se passe pas. Ah ben oui. Il est fort possible d'être attentif à un film. Un film ne se passe pas. Un film, c'est passé. Et vous avez juste la reproduction de ce qui s'est passé. C'est quelque chose monté dans les studios, ainsi de suite. Et vous avez juste la représentation ou bien le produit, la conséquence de ce qui s'est passé. Un film ne se passe pas. Bonjour ma Folor, bonjour ma mère, bonjour ma grande, bonjour ma belle. Donc, un film n'est pas la reproduction, n'est pas ce qui se passe. Un film, c'est ce qui s'est passé dans des studios. Donc, vous pouvez avoir de l'attention pour quelque chose qui s'est passé, pas ce qui se passe. Ah ben oui. Ah ouais. Donc, c'est très important. Notre lutte, la lutte pour la libération du Cameroun, introduit ou incorpore, est composée par la lutte, la libération des autres pays. Parler des problèmes des Africains, parler des problèmes des Africains dans le monde fait partie de la lutte que nous menons au Cameroun. Donc, il n'y a rien qui est plus important que l'autre. Il n'y a pas de lutte qui est plus importante que l'autre. Il n'y a pas de conversation, de live qui serait plus important. Il n'y a pas la mort d'un citoyen qui serait plus importante que l'autre. La mort de M. Martinez Zogo n'est pas plus importante que la mort d'un citoyen dans le désert. Pas du tout. Pas du tout. OK. Donc, tout ça fait partie de la lutte. C'est important. Parce que dans chacune de ces luttes, dans chacun de ces problèmes, dans chacune de ces souffrances se trouve une source, une racine. La mort de Martinez Zogo et la maltraitance des Africains au Maroc sont des branches d'un arbre qui tirent leurs racines quelque part. Et ceux qui se battent pour la liberté, la libération, la souveraineté des peuples en Afrique doivent être capables de
comprendre que toutes ces luttes, toutes ces souffrances tirent leur source quelque part. Ok. Donc, bonjour à tout le monde. Donc. Bonjour à ceux qui sont là. Partagez si vous êtes là, si vous êtes concernés. Je sais aussi que beaucoup de personnes ne sont pas très concernées le dimanche. Parce que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas le jour de quoi aller. Ce n'est pas le jour des lives. Ce n'est pas le jour de la sensibilisation. Remarquez que la majeure partie des gens qui communiquent pour la sensibilisation, pour l'éveil des peuples, ou je ne sais pas quoi, communiquent beaucoup plus en semaine. Pas dimanche. Parce que presque tout le monde est conditionné par cette façon. Dimanche, ce n'est pas le jour où on parle à quelqu'un. C'est le jour où on parle au Seigneur, où le Seigneur nous parle et on l'écoute. Donc je comprends aussi le fait que les Africains ont fini par adopter, ont fini par accepter cette idéologie, cette philosophie, que le dimanche, on dort jusqu'à midi. Que le dimanche, on fait tout, on dort jusqu'à midi, on se réveille je ne sais pas à quelle heure, et on va dormir, on se le lit, on tourne, grâce matinée, pour ceux qui ne vont pas à l'église, pour ceux qui vont à l'église, on dort le matin, et puis on peut passer toute la journée, jusqu'au moins 13, 14 heures à l'église. Donc je dis merci à ceux qui sont debout, qui sont éveillés, même lorsqu'ils dorment. Le professeur Franklin Nyamsi a fait un passage il y a quelques heures, quelques jours, où il a essayé d'expliquer la différence entre être réveillé et être éveillé. C'était très important. Je pense que nous devons aller suivre ce live. C'est son dernier live qu'il a fait avant le week-end. Et je pense que c'est très important. Il a précisé la différence entre être éveillé et être réveillé. Salut Macabo de l'Ouest. Salut Mafolor. Bonjour à toi. Donc, invitons les gens, ceux qui peuvent être éveillés. Pas ceux qui sont réveillés, mais ceux qui peuvent être éveillés. Ceux qui sont... le président Maurice Kamto est arrivé en février 2019, si je ne me trompe pas. Oui, 2019, au Cameroun, en France. Et à la fin de son discours, il avait annoncé, 2019 ou 2020, je ne sais plus très bien, c'était à Paris. Et il avait dit à la fin du discours que ne dormez plus. La diaspora, le peuple camerounais ne dormait plus. Restez éveillés. Il n'a pas dit restez réveillés. Restez éveillés, restez debout. Il parlait ici de la conscience, de notre intelligence. Il parlait ici de notre capacité de comprendre et d'agir. Celui qui comprend bien ce qui se passe, agit bien. Celui qui comprend mal ce qui se passe, agit mal. Puisque même ceux qui dorment agissent. Vous êtes déjà sûrement rendu compte que les gens qui dorment bougent au lit. Ce sont des agissements. Ils tournent, ils ronflent, ils parlent même très souvent. Mais ils dorment. Ils ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de parler, de dormir ou d'agir. Donc, le président Maurice Kamto, lorsqu'il disait ne vous couchez plus, ne vous asseyez plus, ce n'était pas une question de position physique. C'était une question de conscience. Et pour que la conscience reste éveillée, pour que la conscience reste debout, il faut qu'elle prête attention. Il faut la critique. Il faut qu'elle doute. Il faut qu'elle pose des questions. Il faut qu'elle s'engage mentalement. Il ne faut pas qu'elle dise « Ah oui, je ne parle pas à tel, je n'écoute pas tel, je ne fais pas ceci à tel, je ne suis pas l'ami de tel, je ne peux pas... Il m'énerve, elle m'énerve, sa tête m'énerve. Oui, il a changé. » Non, ça, ce sont des rationalisations pour rester couché. Je ne me lève pas parce qu'il fait froid, parce que le soleil ne s'est pas encore levé, parce qu'il fait chaud, il fait trop chaud. Ça, ce sont des rationalisations. Donc, des raisons pour lesquelles on veut rester dans le statu quo. Ceux qui veulent être éveillés, écoutent.
il prête attention à ce que quelqu'un dit, à ce que l'autre Camerounais fait, à ce que l'autre citoyen fait, à ce que l'autre citoyen dit, à ce qu'il raconte. Il ne dit pas, je n'écoute pas celui-ci. Non, il écoute tout le monde. Il ne les écoute pas comme un bandit. Il ne les écoute pas comme s'il voulait les enregistrer et aller créer des polémiques. Non, il les écoute pour comprendre à quel niveau lui-même se trouve. Parce que si nous n'écoutons pas, si nous n'écoutons pas les Camerounais, nous n'écoutons pas les Africains, nous ne saurons même pas jauger à quel niveau on se trouve au niveau de l'éveil, au niveau de la conscientisation. Il faut écouter les gens pour voir ce qu'ils disent, ce qu'ils expriment, leurs soucis, je ne sais pas quoi. Parce que c'est là où tu comprends, ah, on est à ce niveau-ci. La grande majorité pense comme ça veut dire qu'on est à ce niveau-ci. C'est de ça qu'il est question. OK? Donc, merci à ceux qui sont debout, ceux qui sont éveillés, ceux qui prêtent attention, ceux qui ont un esprit critique, ceux qui ne se laissent pas emporter par le vent de la masse. Merci à vous. Donc, aujourd'hui, Madame Nathalie Yam, c'est une citoyenne camerounaise. Moi, je suis citoyen camerounais. Pour ceux qui vont suivre ce live, peut-être dans YouTube ou qui ne me connaissent pas, je suis citoyen camerounais. Je suis né au Cameroun le 13 mai 1979. Le 13 mai 1979, donc vous pouvez savoir quel âge j'ai maintenant. La majeure partie des Africains peuvent faire des calculs. Et Madame Nathalie Yam est une citoyenne camerounaise, c'est une grande sœur. Elle est née plus avant, hein. Je ne sais pas exactement quand, elle est née plus avant. Donc, elle a fait donc un discours, elle a écrit un texte de rap, et j'aimerais qu'on traverse ce texte de rap. Et j'aimerais vous montrer le problème en Afrique. Le problème ou bien la critique que j'apporte à tous nos leaders d'opinion, ou bien à presque tous. Parce que la communication qu'ils ont sur le problème de l'immigration n'est pas une communication constructive. Ils peuvent avoir des bonnes intentions. Ils peuvent être bien intentionnés. Mais avoir de bonnes intentions ne suffit pas dans la vie. Monsieur Biya avait de bonnes intentions. Et il nous a même exprimé ses intentions. Il a dit qu'il voulait être celui qui apporte la démocratie et, je ne sais pas quoi, le développement, un truc comme ça, au Cameroun. De très belles intentions. Mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à apporter la démocratie et la prospérité. Parce que les intentions ne suffisent pas. Il faut la pédagogie, il faut la structure mentale, il faut l'action qui accompagne les intentions. Il faut comprendre son environnement, l'environnement dans lequel on vit. Ma maman avait de très belles intentions. Madame Virginie, elle s'appelle Virginie Blanche, Madame Zie Virginie Blanche, elle avait de très belles intentions. L'intention était de me nourrir, de faire de moi un homme, de faire de tous ses enfants des hommes. L'intention d'être une femme heureuse. L'intention de donner de la santé à ses enfants. Mais je vais vous dire une vérité. La majeure d'entre nous, nous ne rendons pas maman heureuse. La vie que nous menons actuellement ne plaît pas à maman. J'ai la majeure partie d'entre ses enfants. Et elle se plaint. Elle est malheureuse. Très souvent. Il n'y a même pas que ça. Mais son propre foyer n'a pas forcément été le foyer le plus heureux du monde. Elle n'a pas connu le bonheur, l'amour des romans. Et ça l'a fait souffrir. Mais les intentions étaient là. Papa avait de très belles intentions d'aimer maman et d'accompagner maman, de plaire à maman, d'aider maman, d'être avec maman. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Les intentions ne suffisent pas. Il faut comprendre le monde. Il faut comprendre les actions des hommes. Il faut comprendre l'esprit humain pour savoir
comment guider ou comment aider l'humain. Il faut comprendre sa psychologie. Pourquoi il fait telle action? Pourquoi il dit telle chose? Pourquoi il se comporte comme ça? Et l'éveil, c'est lui montrer ça. L'éveil n'est pas lui dire, comporte-toi comme ça, fais ceci, fais cela. Beaucoup d'entre nous, combien de règles nous avons eues dans la vie? Combien de prescriptions? Combien comment je peux dire, commandements nous avons eus? Et combien d'entre eux avons-nous respectés jusqu'à aujourd'hui? Tu ne voleras point, tu ne mangeras point, tu ne dormiras point, tu ne coucheras point la femme du voisin, tu ne regarderas point même la femme du voisin, l'homme du voisin, tu ne feras pas, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point. Combien? La grande majeure partie des voleurs du Cameroun, la grande majeure partie des pilleurs du Cameroun, la grande majeure partie qui supporte les voleurs et les pilleurs qui sont à la tête du pays, sont des gens qui savent qu'on ne volera point, on ne mangera point, on ne battra point, ceci, on ne tuera point, on ne faisait pas. N'est-ce pas? Ceux qui supportent l'injustice, ceux qui maintiennent l'injustice, qui défendent avec véhémence les injustes du pays, ce sont ceux qui connaissent ce que c'est que la justice. Il ne mangera point, tu ne voleras point, tu ne prendras pas la pointe, tu ne feras pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ils connaissent toutes ces prescriptions, tous ces commandements. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les êtres humains, bien qu'ayant des commandements qu'on leur donne, bien qu'entendant et écoutant les prescriptions qu'on leur fait, n'arrivent pas à changer et à choisir la voie, entre guillemets, la bonne voie? Puisque je pense que lorsque vous écrivez un texte de rap, un texte de musique, lorsque vous voulez sensibiliser des citoyens, lorsque vous voulez qu'ils changent leur voie, vous leur dites ce qu'ils doivent faire. Vous leur dites, fais ceci, ne fais pas ceci, machin, nanana. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche de dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela? Est-ce que ça marche? Et là, c'est le problème que j'ai avec donc certains leaders d'opinion africains. C'est que ils répètent les habitudes des colons, les habitudes de la dictature, les produits de la dictature, l'éducation produite par la dictature. Donner des préceptes aux gens. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, rentre ici, pourquoi tu fais cela? Salut Racine, salut à toi mon frère. Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu pars là-bas? Reviens ici, ça se fait, machin. Ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi les êtres humains, bien qu'ils ont des normes, bien qu'ils aient des préceptes, bien qu'ils aient des commandements, se retrouvent en train de faire quelque chose. Parce que le jour où ces leaders d'opinion vont se poser cette question, il y aura une autre façon d'approcher le problème de l'immigration clandestine. Ok. Madame Nathalie Yam a donc... que l'homme est avoir l'autre chez nous, dans lequel on sera respecté. Jusqu'à présent, écoutez, je vais prendre point par point. Je m'appelle Nathalie Yam. Alors que le président tunisien, qui ne mérite même pas que je prononce son nom, a tenu des propos ahurissants de racisme et de haine. Ok. Elle ne veut pas prononcer le nom du président tunisien. Il ne mérite pas qu'elle prononce son nom. Pourquoi? Pourquoi Madame Nathalie Yam trouve qu'elle ne devrait pas prononcer le nom du président tunisien? Les Africains veulent connaître le nom. Ça fait partie de l'éducation. Moi, je suis contre cette fuite en avant, tout le temps. Cette façon d'éviter les problèmes que la majeure partie de nos leaders d'opinion ont. Elle dit que les gens viennent vous parler et ils vous disent, pour fuir, pour ne pas être poursuivi par je ne sais pas qui, pour ne pas avoir les problèmes. Je ne veux pas prononcer son nom. Mais pourquoi vous ne voulez pas prononcer son nom? Vous parlez aux Africains, à une jeunesse africaine qui a besoin de connaître, qui a besoin d'avoir, comment je peux dire, un portrait robot de ces dictateurs, de ceux qui sont contre l'Afrique.
Pourquoi il dit qu'elle ne prononce pas le nom? Oh oui, parce que son nom m'énerve et tout. Non, mais ça, c'est une fuite en avant. C'est comme ça que communiquent les gens, moi qui je trouve qu'ils ne sont pas sérieux. Elle est supposée, Madame Nathalie Yam était supposée prononcer le nom du président. S'il a eu à faire des conneries, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Je ne suis pas en train de juger ce président, je ne suis pas en train de juger Nathalie Yam, mais je dis que nous devons apprendre à être clairs avec les Africains, à prononcer les noms, à pointer le problème, la cause. Et on veut se comporter dans des dictatures comme si on était dans des démocraties où si quelque chose t'arrive, tu auras ceci. Non, il faut qu'on apprenne à prononcer. Non, ça fait partie de l'éducation. Ça, c'est le premier point. En droit des populations noires qui séjournent en Tunisie et auxquelles jusqu'à présent aucun chef d'État africain ou responsable de nos organisations continentales ou régionales n'a réagi, je voudrais vous faire écouter un son que j'ai écrit et produit et que j'ai confié au rappeur ivoirien TUI, qui a eu l'amabilité de poser sa voix dessus. Madame Nathalie Yam a composé un son. Elle a écrit. C'est vrai que dans le monde de la musique, les chanteurs ne sont pas forcément ceux qui écrivent le son. Je comprends. Mais Madame Nathalie Yam a composé un son. Elle a pris le temps. Madame Nathalie Yam. Elle dit que toute cette carrure, tout ce, je sais pas, peut dire, toute cette image, tout ce poids, toute cette grandeur, elle a pris le temps et composé un son. Et j'aimerais que vous écoutiez ce son elle a composé, et on va passer un peu de temps à regarder si ça vaut le coup que c'est ça. Si c'est différent du son qu'aurait composé Mbango au quartier, si c'est différent du son qu'aurait composé ma grand-mère ou votre grand-mère, qui est déjà morte, moi je veux qu'on écoute ce qu'elle a composé, et puis on se pose la question, si c'est différent de ce qu'aurait composé quelqu'un qui ne savait même pas ce qui se passe dans l'immigration clandestine. Slammer mon texte. Ce son s'adresse aux jeunes Africains parce qu'à la fin de la journée, alors que l'homme et la femme noire sont rejetés, malmenés, violentés partout dans le monde, il faudra bien qu'on s'arrange pour avoir notre chez nous, dans lequel on sera respecté, dans lequel on aura une vie confortable, digne et paisible. Super. Pour cela, il faut s'impliquer, il faut prendre les choses en main. Je suis d'accord. Prendre les bonnes décisions. Ah ouais. Mettez-moi vos commentaires en dessous pour me dire ce que vous pensez de ce texte. C'est pour ça que je fais ce live. Je remercie tous ceux qui ont contribué au clip qui a été réalisé par mes personnes en Côte d'Ivoire. Elles se reconnaissent. Tous des jeunes qui auraient pu partir ailleurs comme tant d'autres, mais qui ont décidé de rester sur la terre. Voilà notre point. Madame Nathalie Yam dit qu'elle a passé le son à ces jeunes, ces personnes. La vidéo a été réalisée par ces personnes. N'est-ce pas? Bon. Pour le niveau de Madame Nathalie Yam, la vidéo n'est pas aussi de bonne qualité. Je veux dire, si ce n'est pas ces personnes, elle devrait mettre beaucoup plus de paquets dessus. Parce que vraiment, c'est pas vraiment, c'était pas, ça ne captivait pas. En fait, les personnes qui sont ces personnes doivent encore élever le niveau dans la façon de captiver les émotions. Mais ce n'est pas là la critique, là c'était juste un passage. Deuxièmement, elle dit que ces jeunes ont choisi de rester au pays. Honnêtement, combien de jeunes Africains choisissent de rester au pays, dans leur pays respectif? Parce que pour moi, c'est comme ça qu'on manipule l'esprit humain. Ça veut dire, on introduit dans la tête des Africains que, en fait, même partir est un choix, rester est un choix, et ceci est un choix. On ne leur présente pas les conditions dans lesquelles ils se retrouvent à soit partir, soit rester. Parfois, les conditions de vie vous obligent à faire des choix. Donc, ce ne sont même pas vos choix, ce sont les choix de vos conditions de vie. Moi, je me rappelle,
je voulais manger très souvent le pain chargé beurre avec saucisson, ou on appelait souvent ça aussi, je sais pas comment, museau, les choses comme ça, quand j'étais au lycée. Mais je n'avais pas assez d'argent pour manger ces choses. Je mangeais le tapioca, ou la nourriture d'hier, ou les restes de brûlés de riz sauté, ou je sais pas quoi. Bon, est-ce que j'avais choisi de manger le tapioca? Non. Je n'avais pas les moyens pour manger le pain, chocolat, beurre, museau, je sais pas quoi. J'avais pas ces moyens. C'est ce que je voulais manger, mais je n'avais pas les moyens de manger ça. Bon, pour maintenant me sentir à l'aise dans ce genre de société, au quartier, avec tout le monde, avec les voisins qui y mangeaient les saucissons, pour jouer avec eux, pour continuer avec eux, je leur disais que non, moi, je suis fier de manger mon saucisson, mon tapioca. Je suis fier de manger mon tapioca. C'était juste une façon de me consoler dans un monde où je n'arrivais pas à manger ce que je voulais, où ce que je mangeais m'était imposé par les conditions ambiantes de mon environnement. Et ça, il faut prendre ça très en compte. Lorsque une femme de son acabit dit que ces jeunes à qui on fait la musique, ce sont des jeunes qui ont choisi de rester au pays. Il faut faire très attention. Parce que là, moi, je vais commencer à poser la question. Que veut dire choisir? Quand est-ce qu'un être humain choisit vraiment? En plus, les Africains. D'où est-ce qu'ils ont appris à choisir? Depuis quand? Ça fait combien de temps? Et qu'est-ce qui prouve qu'ils ont vraiment choisi de rester? Ça peut aussi être qu'ils n'ont pas les moyens. Les artistes ivoiriens, là, ces petits jeunes rappeurs, n'ont peut-être pas l'argent. Et ça peut aussi prouver qu'ils n'ont pas peut-être de courage. Peut-être beaucoup pensent partir, mais ils n'ont pas le courage. Ils ont peur. Ils se disent qu'ils vont mourir à la mer. Les gros poissons vont les manger. Et que ceux qui s'en vont sont les plus courageux. Ça peut aussi être ça. Si les gens restent dans leur pays, dans la misère, dans la torture, juste parce qu'ils ont peur d'être mangés par les poissons, c'est normal qu'ils commencent à chanter des chansons en disant aux gens que, oui, pour rester ici, pourquoi vous êtes partis, que d'aller mourir à la mer et tout. Bon, ceux qui vont mourir à la mer, il y a des gens qui traversent, qui ne meurent pas. Il est possible que, pour se consoler soi-même dans la misère dans laquelle on est, on commence à raconter que les autres sont partis pour aller mourir à la mer alors qu'ils vivaient bien chez eux. Ceux qui sont restés, nous qui sommes restés, on a choisi. Non, c'est pas vrai. Je ne pense pas que ce soit ça. Ici. Conquérons d'abord les entités qu'on appelle pays pour ensuite se mettre ensemble et se réapproprier notre continent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ok, elle dit que ceux qui décident de rester restent parce qu'ils veulent d'abord le conquérir. Donc, elle souhaite, ou bien elle s'attend à ce que les jeunes qui l'écoutent comprennent que c'est important de rester pour conquérir d'abord le pays, la nation, afin de collecter toutes les nations conquérantes et faire une Afrique forte, une Afrique puissante. Donc, elle a raison sur ce point. Moi, c'est une bonne intention. Moi-même, je suis d'accord que les Africains doivent conquérir la nation. Mais la conquête de la nation n'est pas toujours simplement faite par les Africains restés sur place. La conquête de la nation est une volonté des peuples. Et un peuple n'est pas forcément sur le même endroit. On a souvent l'impression qu'un peuple, c'est quelqu'un c'est un groupe de personnes sur le même endroit. Non, attention. Par exemple, les peuples juifs sont éparpillés dans le monde. Mais le peuple juif, la relation ou bien la solidité de ce groupe ou de cette communauté est très forte. Bien qu'ils n'étant pas sur un même territoire, ils ne sont pas tous en Palestine. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, déjà, le fait d'utiliser cette idée, pour moi, ça me gêne dans la communication. Parce qu'on a l'impression que on peut se dire, ah, je vais aider les Africains en leur disant ceci. Mais ça crée une autre attitude, une autre vision. Ça crée autre chose que ce dont on avait l'intention de réaliser. Donc, il faut faire attention à ça. Elle dit que nous devons rester en Afrique, tous rester en Afrique. Pourquoi sortir? Pourquoi partir comme ça? Pourquoi aller souffrir comme ça, dans le désert, mourir dans machin?
comme si la mort était le souci des êtres humains. La souffrance n'est pas le souci des êtres humains. Moi, je vais dire, on va dire la mort du désert. Non, l'être humain veut l'aventure. L'être humain n'a pas peur de souffrir. L'être humain est aventurieux. Donc, très souvent, on détruit l'esprit d'aventure dans le cœur des êtres humains et on les effraie avec la mort, avec la souffrance qu'ils vont vivre. Non, les êtres humains n'ont pas un problème avec la souffrance. Au Mali, actuellement, il y a des Maliens qui souffrent. Beaucoup de Maliens souffrent. Mais l'aventure de regagner leur terrain, l'aventure d'être devenu un vrai peuple, ça, il faut ça. Dire à un Africain, ok, ne pars pas parce que tu risques de mourir, reste dans ton pays, tu vas souffrir au désert, tu vas pleurer au désert, tu vas pleurer dans la mer. Ça ne retient aucun Africain. Remarquez-le. En fait, ça excite les Africains. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a de l'aventure d'en partir. Il y a du challenge. Il y a du défi. L'intelligence fonctionne. Les êtres humains veulent que leur intelligence fonctionne. Si ça ne fonctionne pas ici, ils vont entrer dans des aventures plus périlleuses, par exemple. Ils vont entrer dans des aventures plus risquées, juste pour que leur intelligence fonctionne. Ne croyez pas que beaucoup d'Africains quittent l'Afrique juste parce que ils aiment aller se balader en Europe. C'est parce que l'Afrique, Madame Yam, a détruit l'esprit d'aventure chez les Africains en Afrique. Ok. Ça, il faudrait qu'on fasse ces précisions. Moi, je pense que c'est la précision qu'il faut qu'on fasse. Parce que les discours de belles femmes, de beaux visages, des sourires, moi, je trouve que ce sont des discours qu'on a écoutés pendant plusieurs années. Et nous sommes fatigués. Et aujourd'hui, Dieu merci, même comme il n'existe pas, nous avons la possibilité de partager nos opinions de tous les bords. Vous voyez un peu? Donc j'ai l'occasion de vous dire ce que je pense vraiment de tous ces discours, en fait, et de toutes ces grandes personnalités. Bon, la musique, écoutez là alors. Ils font partie des quelques 800 victimes du naufrage de dimanche au large de la Libye. Un Zodiac avec à son bord 119 migrants. La plupart ne savent pas nager. Il faut éviter à tout prix le mouvement de panique. Sur les cercueils, des numéros. Aucun élément d'identité n'a pu être retrouvé. En Côte d'Ivoire, les motivations de ces candidats au départ interpellent. Tu dis que tu n'as pas 15 000 francs pour faire tes papiers et te faire enrôler. Mais tu arrives à trouver 1 500 000 francs pour aller mourir en Méditerranée. Voilà. Le texte de Madame Nathalie Yam commence avec « Tu dis que tu n'as pas 15 000 francs pour te faire enrôler. » Ça veut dire sûrement faire une carte d'identité ou te faire enregistrer, je ne sais pas quoi. Mais ça veut dire faire quelque chose dans le pays. Mais tu as 1 500 000 pour aller dans la Méditerranée, prendre la Méditerranée, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est déjà d'abord le premier point. Madame Nathalie Yam et à tous les jeunes, à tous les Africains, le problème des Africains, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la quantité d'argent qu'ils ont. C'est la qualité de vie qu'ils ont. Ce n'est pas la quantité de vie qui importe les êtres humains. Et pas, parce que les Africains sont des êtres humains, ce n'est pas la quantité de vie qui leur importe. C'est la qualité de leur vie. À quoi servirait-il de rester au Cameroun, de certes donner mes 15 000 francs et de ne pas avoir une qualité de vie adéquate? Mieux je donne 1 500 000, être sûr d'aller quelque part, être sûr d'être soigné, être sûr d'être lavé, être sûr d'être nourri, être sûr de m'éduquer et d'éduquer mes enfants. 1 500 000, c'est quoi par rapport à la promesse de bien-être? Les jeunes Africains quittent le pays, pas parce qu'ils n'ont pas 15 000 francs à donner. Maintenant, on veut reprocher ces jeunes Africains. Les jeunes Africains veulent être mis à la barre, leur dire, oh, fait, tu dis que tu n'as pas 15 000 francs pour t'enrôler, donc pour faire ta carte d'identité, ben, je peux t'inscrire, je ne sais pas quoi, mais tu as 1 500 000 pour partir. Mais c'est parce qu'en Afrique, parce qu'au Cameroun, parce qu'en Côte d'Ivoire, parce que partout au Sénégal, partout où
les dictatures et les États sont inconscients, ça ne vaut pas la peine de donner 15 000. On sent qu'on perd quand on donne 15 000. Alors que quand on prend 1,5 million, 2 millions, on sent qu'on gagne. Je dis, même si on ne va pas gagner, il y a même au moins la promesse du gain. Au Cameroun, tu donnes 15 000, tu es sûr que ça ne suffit pas. Écoutez, au Cameroun, vous donnez 15 000 pour quelque chose, pour un dossier, pour une carte d'identité. Vous êtes sûr que ça ne suffit pas. Quelqu'un va vous dire, ça ne suffit pas. On dit, les dossiers, c'est 3 000. Vous êtes sûr que vous donnez 3 000, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi il y a la corruption. La corruption, c'est quoi? C'est que la corruption, c'est le produit de ça ne suffit pas. Quelqu'un te dit, ça ne suffit pas. Ah, tu as tous les papiers de ta voiture, ça ne suffit pas. Tu as donné l'argent pour acheter les timbres, les crédits, l'argent pour faire tes papiers, ça ne suffit pas. La corruption, c'est ça ne suffit pas. Vous comprenez, Madame Nathalie Yam? Le texte que vous avez écrit, la première phrase, si vous aviez pris le temps, parce que je respecte cette femme, je vais dire que je considère qu'elle a vraiment un très grand niveau intellectuel et de réflexion, qu'elle est capable de réfléchir, d'aller profondément. Vous ne pouviez pas écrire cette phrase sans écrire une autre qui allait suivre. Sans remettre en question pourquoi des gens sont capables de donner 1,5 million pour aller dans le désert que de donner 15 000 francs pour avoir une carte d'identité. Voilà, c'est là-bas que moi, à mon avis, j'attends les femmes de ce niveau, les leaders d'opinion de ce niveau. J'ai horreur d'écouter des leaders d'opinion qui communiquent comme des grands-mères, comme des grands-pères. Elle dit, qui font comme ça, qui ne sont pas là à l'école, qui font comme des gens qui ne comprennent pas le milieu dans lequel ils vivent. Ils parlent à des gens dont ils ne comprennent pas le milieu. Bon, vous me direz que, ah oui, mais tout le monde n'est pas obligé d'être psychologue, tout le monde n'est pas obligé de se poser ces questions. On passe le message et c'est tout. Ça aide les Africains, ça motive, ça mobilise. Je dis non. La sensibilisation, bien la mobilisation d'un être humain ne vient pas par le fait que tu lui dises « Tu as fait la faute ici, tu as fait la faute là, blablabla, maintenant fais comme ça, rentre chez toi. » Ça ne marche pas comme ça. Les êtres humains ne font pas ça. Ok, c'était la première partie. Tu t'en vas parce que chez toi, les pauvres ne vont pas à l'école. Mais tu choisis librement d'aller en Libye finir tes jours dans une géole. Voilà. Tu dis que tu t'en vas parce que chez toi, les pauvres ne vont pas à l'école, mais tu choisis librement d'aller mener ta vie, je ne sais pas quoi, dans une géole. Non, 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 non. C'est faux, Madame Nathalie. Les Africains qui prennent la route ne vont pas librement mener leur vie dans une géole. À moins que vous êtes en train de passer le message aux Africains que c'est ce qui va vous arriver. Comprenez que les gens soient aussi brutaux, animaux envers vous. Comprenez que les leaders, peut-être c'est la raison pour laquelle on n'a pas prononcé le nom, je dis juste peut-être, de ce président, je ne sais pas de quel pays c'était. Donc, peut-être c'est la raison pour dire, ok, mon ami, tant que vous ne restez pas chez vous, nous serons d'accord avec le fait qu'on vous mate, on vous torture dans les pays étrangers. Tu dis que tu n'as pas l'argent parce que chez toi, les gens ne vont pas à l'école, mais tu préfères aller mourir dans une géole. Non, il ne préfère pas. Le jeune Africain ne préfère pas aller mourir dans une géole. Le jeune Africain préfère aller mourir, préfère aller suivre la possibilité, le potentiel de bien-être. Il poursuit le potentiel de bien-être. Puisqu'il y a les histoires des gens qui n'ont pas été dans des geôles. Il y a les histoires des gens qui ont été dans des geôles et qui sont arrivés tout de même en France, à Paris, en Allemagne, en Suisse et tout, et qui aujourd'hui sont bien des jeunes. Ils ont ces histoires. Donc vous ne pouvez pas les effrayer avec les geôles. Vous ne pouvez pas effrayer un être humain avec des geôles en Afrique. Des autres, à moins que vous leur faites passer, vous voulez leur passer le message que ne soyez donc pas surpris qu'on vous torture. Ne soyez donc pas dérangés le fait qu'on vous maltraite dans les autres pays. Vous n'êtes pas supposé sortir de vos pays. Vous devez rester chez vous. Ça aussi, c'est la dictature, non? Ça aussi, c'est la dictature, selon moi. Mais ça vient un peu d'un conditionnement religieux. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu te dit, tu fais ceci, tu ne fais pas ceci. Voici ce qui t'attend. Donc, il n'y a pas... Dieu est l'amour, mais amour seulement si tu fais ce qu'il te dit. Tu écartes celui qui te propose une Côte d'Ivoire meilleure en le traitant de rêveur. Mais ce sont tes propres rêves d'Italie et d'Allemagne qui te font partir ailleurs, jeune. Exactement. Tu écartes celui qui est en Côte d'Ivoire
Bon, ici, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, je parle au Cameroun. Tu écartes celui qui est au Cameroun, qui te dit que voici, on peut mieux vivre ici et tout. Que tu lui dis que c'est un rêveur, tu préfères partir, je ne sais pas quoi. Attends, écoutez un peu, il dit. Tu écartes celui qui te propose une Côte d'Ivoire meilleure Tu écartes celui qui te propose une Côte d'Ivoire meilleure. traitant de rêveur. En le traitant de rêveur. Mais ce sont tes propres rêves d'Italie et d'Allemagne. Mais ce sont tes propres rêves d'Italie et d'Allemagne Qui te font partir ailleurs. qui te font partir ailleurs. Voilà. Premièrement, Madame Nathalie Yam, vous n'avez pas compris le rêve. Vous n'avez pas une compréhension du rêve. Et ça, c'est le problème souvent aussi de nos leaders d'opinion. La limitation dans la compréhension de l'esprit humain. Le jeune Camerounais à qui on dit ça peut se faire ici et qui nous renvoie que tu rêves. Toi qui veux l'aider, tu dis que tu rêves. Cherchez à comprendre pourquoi il vous dit que vous rêvez, puisque tout le monde rêve. La preuve, il rêve d'aller en Italie et en Allemagne. Et vous, vous rêvez d'un Cameroun meilleur ou bien d'une Côte d'Ivoire meilleure. Donc vous tous, vous rêvez. Mais pourquoi il réussit à vous dire que vous rêvez? Pourquoi ils réussissent à avoir une préférence pour le rêve d'Italie et d'Allemagne? Parce que ils sont conscients que ce que vous leur proposez, quand ils restent au pays, ne sont pas à la hauteur des rêves qu'ils ont. Madame Nathalie Yam, ce que les dirigeants africains proposent, ce que les politiques africaines dans certains pays proposent à leur peuple, n'est pas à la hauteur des rêves de cette jeunesse. Puisque les dirigeants rêvent, ils rêvent que les jeunes africains restent en Afrique. Les dirigeants, c'est des grands rêveurs. Ils rêvent que demain, ils seront développés. Ils rêvent que demain, ils auront la prospérité, la démocratie. Ils rêvent que demain, ils auront l'émergence. Ils rêvent qu'en 2035, quelque chose va se passer, un bâton magique, et on va sortir, tout se lever en 2035 un matin, et tout sera bien. Mais les jeunes savent que même ça, ce n'est pas assez. C'est pas assez. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de ces jeunes. On leur dit non, tu peux investir en Afrique. Investir en Afrique. Je vais vous apprendre comment investir en Afrique. Je vais vous apprendre comment gagner l'argent en Afrique. Je vais vous apprendre comment faire le business. Je vais vous apprendre comment faire le commerce. Je vais vous apprendre comment. Mais les jeunes voient ça ne marche pas. Pas parce que les idées ne sont pas bonnes de ceux qui leur demandent, ceux qui les poussent à rêver. Non, c'est juste que le milieu politique, l'environnement politique ne permet pas que des rêves se réalisent. Des rêves. Ça donne un avantage à certaines personnes. Plus tu es criminel, plus tu peux mentir, plus tu peux tromper les gens. C'est peut-être ton rêve peut se réaliser. On va voir que tu as construit une maison de 500 millions. N'est-ce pas? De 500 millions. Mais tu es le seul jeune capable de construire une maison de 500 000. La grande majeure partie de tes compatriotes ne peuvent même pas habiter chez leurs parents. Ils habitent les maisons de leurs grands-parents. Dans des huttes. Dans des calabotes. Donc on vous présente ces possibilités. On dit, hey, tel a réussi, tel a fait ceci. Mais c'est une personne sur 1 million. C'est une personne, c'est 10 personnes sur 1 million. C'est 3, c'est 5. Parfois c'est une personne sur tout le monde. Au-dessus de tout le monde. Au Cameroun, par exemple, c'est une seule personne qui peut diriger le Cameroun. C'est une seule personne qui est compétente pour apporter les solutions aux problèmes des Camerounais. C'est M. Biya. Tout le reste des Camerounais ne vaut pas la peine. Pas parce qu'ils ne sont pas des êtres humains capables, mais c'est le discours. Vous dites aux gens, c'est meilleur. Vous dites aux gens, ils peuvent. Vous dites aux gens, ils peuvent rêver chez eux. Mais lorsqu'ils rêvent chez eux, ils constatent que leurs rêves sont, en fait, il n'y a même pas de possibilité que les rêves soient réalisés chez eux. Voilà la vraie problématique. Voilà la vraie problématique, chers Camerounais. Chers Africains, voilà la vraie problématique. Et c'est cette problématique que Mme Nathalie Yam ne touche pas sérieusement. Dans son texte, moi, à mon avis, ça ne devait pas être un jugement de la jeunesse africaine. Ça ne devait pas prendre la jeunesse africaine, la mettre sur la chaise
je sais pas quoi, la chaise du tribunal, et lui dit, oh ouais, tu rêves, ceci, tu rêves. Oui, tout le monde rêve, même les dictateurs africains rêvent. Madame Nathalie, même vos amis rêvent. Vos présidents, vos copains, et tout ça, ils rêvent. Il n'y a pas que les jeunes qui rêvent. Même les dictateurs rêvent. Le problème que les jeunes africains ont avec les gouvernants, les politiques dans leur pays, c'est que les rêves des dictateurs ne satisfont pas les rêves des jeunes. C'est trop limité. Le dictateur veut rester à vie au pouvoir. Le jeune veut devenir président. Le dictateur veut conserver le pouvoir. Le jeune veut aussi exercer le pouvoir. Le dictateur rêve conserver le pouvoir. Le jeune rêve exercer le pouvoir. Donc, lorsque dans son pays, ses rêves ne coïncident pas avec les rêves des dirigeants, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère rêver de l'Allemagne et de l'Italie. Ça vaut le coup. Moi, je ne sais pas, c'est humain. C'est humain que nous, la jeunesse, on rêve d'Allemagne, d'Italie et des États-Unis. Si chez nous, nos rêves sont en conflit avec les rêves de nos dirigeants, avec les rêves de notre société, même en très souvent en général, c'est quelque chose dont il faut... c'est quelque chose dont il faut prendre en considération. Excusez-moi, j'arrangeais ma caméra. Jeune, faut te revoir. C'est toi l'espoir. Jeune, faut t'impliquer. Oui, je suis d'accord. Jeune, faut t'impliquer, faut te revoir, deviens leader. C'est des beaux mots, c'est des belles expressions, de très belles intentions. Ok. Chez toi, il n'y a plus d'espoir parce que tout le monde est corrompu. Mais tu es prêt à corrompre tout le monde à Agadez et Daloa pour pouvoir être vendu. Tu dis que chez toi, tout le monde, il n'y a plus d'espoir, tout le monde est corrompu, mais tu es prêt à corrompre tout le monde pour garder chez toi par les Dalois. Ça doit être sûrement des choses comme les cases de passage pour être vendu. Mais oui, Madame Nathalie Yam. Mais oui. Il n'y a pas pire pour un enfant la trahison de ses parents. Vous ne comprenez pas l'impact psychologique de la trahison des siens par l'enfant. Écoutez, il est plus facile pour l'enfant et pour chacun d'entre nous de digérer même le mal qu'un étranger nous fait. Oui, il est plus aisé de digérer parce qu'on va du postulat que il ne me connaît pas. C'est normal, puisqu'on nous a éduqués comme ça. Celui qui ne te connaît pas est censé te faire le mal. Et s'il te fait le mal, c'est OK. Mais on ne nous a pas éduqué que ton proche peut te faire du mal. Voilà pourquoi on a confiance tellement en nos gens, en nos parents, en nos frères, en nos sœurs. Et lorsqu'on se retrouve face donc à leur violence, à leur torture, c'est traumatisant. C'est psychologiquement traumatisant pour l'enfant. De se retrouver face à son père, sa mère, ses semblables, ses proches, torturés, pillés, dépourvus de tout bon sens, maltraité, jeté en prison parce qu'il a dû dire la vérité, être sodomisé parce qu'il a dit quelque chose qui est ce qu'on doit dire dans un pays, dans une maison. Pourquoi tu ne veux pas qu'il aille corrompre un passeur, qu'il soit capable de dire au passeur, OK, tu sais quoi, je te donne 200 000, 300 000 et tu me fais passer. Ah bah oui, mais je ne m'attends pas à un comportement autre. Il sera plus aisé pour lui de corrompre un passeur libyen que de donner l'argent à sa mère. Il n'accepte pas, il ne conçoit pas qu'il doit donner ses fesses, qu'il doit mentir, qu'il doit être torturé pour avoir dit la vérité, qu'il doit corrompre pour avoir un poste, pour avoir un travail, pour manger dans son pays. C'est son pays qui lui enseigne que non, ça ne vaut pas la peine, c'est comme ça marche. Si tu veux quelque chose, tu te donnes. Mais oui, ce jeune, oui, le jeune africain est intelligent,
Ne culpabilisons pas les gens. Ne croyons pas que les gens sont fous. Non, ils sont intelligents. Notre cerveau, Madame Nathalie Yam, le cerveau humain est intelligent. C'est sa nature. Il n'agit que selon ses intérêts. S'il te donne l'idée d'aller corrompre un Libanais, un Libyen, un Tunisien, un Égyptien, je ne sais pas quoi, c'est parce qu'il veut survivre. Parce que tout le monde veut survivre. Si il n'arrive pas à survivre dans son environnement, il va chercher d'autres moyens pour survivre ailleurs. Donc, quand j'écoute ça, c'est un peu le genre pour dire, ah ok, tu préfères aller donner, corrompre un Libyen, tu donnes l'argent au Libyen, c'est le Libyen qui devient riche. Reste au Cameroun, reste en Afrique, reste en Côte d'Ivoire et corrompt. Donne au moins ça à Ouattara, donne au moins ça à Paul Biya. Au moins, c'est Paul Biya qui est riche. C'est quand même ton frère qui est riche. C'est quand même ton frère à qui tu as donné. On a souvent cette mentalité. Oui, mais achetons nos choses, faisons nos choses entre nous parce que au moins c'est entre nous. Non, les êtres humains ne fonctionnent pas comme ça avec le au moins. L'être humain regarde quels sont mes intérêts. Mes rêves, c'est quoi? Ok? C'est ça, c'est comme ça que l'être humain pense. Nous dit de ne pas aller corrompre le Libyen pour passer, pour arriver en Espagne. C'est une autre façon de nous dire, en fait, même si tu corrompes le Libyen, puisque tu fuis ici à cause de la corruption, quand tu corrompes le Libyen, c'est le Libyen qui devient riche. Ce n'est pas ton frère qui devient riche. Donc reste au Cameroun, corrompe le ministre, laisse le ministre corrompre, paie l'argent au Cameroun, paie ça. Mais au moins c'est au Cameroun. C'est pas vrai aussi. La grande majeure partie de l'argent des Camerounais n'est pas au Cameroun. Donc, rester au Cameroun, les jeunes Africains ont compris que rester dans leur pays, être corrompus par leurs parents, corrompre leurs parents, ils ne copent pas avec cette idée. Ils préfèrent aller corrompre des Libyens. Ok? Si vous êtes vraiment beaucoup souciés pour vos enfants, si la corruption vous dérange, Madame Nathalie Yam, si la corruption vous dérange, tellement, parce que c'est pour vous, si la corruption pour vous est un fléau, mais parlez de la corruption au Cameroun. Engagez-vous dans les luttes contre la corruption. Mais si c'est juste parce que le jeune Africain n'accepte pas la corruption de chez lui et il prend le bateau pour aller acheter la corruption ailleurs, non, ça, ce n'est pas une solution à un problème. Ça, ce n'est pas une solution. Ça ne sonne pas intelligent. Je m'excuse de parler comme ça à des personnes de cette hauteur, mais en fait, avec tout le... Comment je peux dire? Je n'insulte pas. Je donne mon avis avec beaucoup trop d'assertion, avec beaucoup d'ouverture. Donc, ne me tuez pas. OK? Ne t'engage pas parce que les soldats du régime te font peur. Mais tu cours pour te jeter devant les armes et les calaches des passeurs. Tu ne t'engages pas parce que les soldats du régime te font peur, mais tu cours il dit tu cours te jeter, voilà. Tu... Tout le monde à Agadez et Dalois pour pouvoir être vendu. Tu ne t'engages pas parce que les soldats du régime te font peur. Mais tu cours pour te jeter devant les armes et les calaches des passeurs. Mais tu cours, tu ne t'engages pas parce que tu dis que oh, le régime te fait peur, les hommes du régime te font peur, les militaires du régime du pays te font peur, l'armée camerounaise est terrible, tu machin. Mais tu préfères aller te jeter entre les bras des gens qui portent des calaches, quoi, les tueurs dans les autres pays. C'est ce que je venais de vous faire comprendre. Ça n'aide pas la conscience, ça n'éveille pas la conscience d'un être humain. Un être humain n'a pas peur de la mort. En réalité, les êtres humains n'ont pas peur du danger. Les êtres humains veulent une vie de danger. Les êtres humains veulent une vie de challenge, pleine de défis. Parce que ce n'est que dans le challenge, le défi qu'il y a leur intelligence fonctionne. Le problème est que chez nous en Afrique, on tue le défi mental. On tue le challenge mental. Les élections, les choix des dirigeants, ce sont des défis intellectuels. Ce sont des défis qui demandent la présence et l'aventure mentale des citoyens. Mais on refuse ça. Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils aient envie de partir, se retrouver avec des kalachnikovs, se jeter entre les mains des kalachnikovs quelque part en Libye? Mais c'est normal, ça c'est rien. Et je venais de vous dire que les gars, les jeunes, il est difficile d'accepter que ce soit mon propre soldat qui me torture, qui me jette au sec, qui me donne 7 ans parce que j'ai voulu exposer, dire la vérité. Il vient me prendre chez moi dans ma maison devant ma femme et mes enfants, injustement parce que j'ai pensé. Personne, je vous dis aucun enfant, aucun être humain. Et ça venant des miens, de ceux que je considère comme les miens, ceux qu'on m'a toujours présenté comme les miens.
c'est tellement traumatisant que c'est mieux d'aller mourir ailleurs. Vous comprenez, Madame Yam? C'est mieux pour ces Africains d'aller mourir ailleurs. Vos discours ne vont pas les stopper. Vos chansons, vos beaux poèmes, ça ne stoppera pas. Parce que vous n'attaquez pas le problème. Vous avez quand même un niveau d'opinion. Vous avez quand même une majorité de personnes qui vous écoutent. Donc, parfois, je suis déçu, Madame Nathalie. Quand il dit déçu, hein, c'est pas que je vous en veux, ou bien je veux que j'attendais quelque chose de vous. Non, j'attendais rien de vous, pas du tout. C'est juste que pendant plusieurs années, j'ai écouté ces discours. Ma grand-mère le disait, mes grands-parents parlaient comme ça. Aujourd'hui encore, il y a même des gens qui parlent comme ça, même aujourd'hui. Mais ça ne change rien. Les Africains vont toujours dehors parce qu'on ne veut pas tacler le problème. Parce que ceux qui ont la parole, ceux qui ont l'opinion, qui en sont suivis, ne veulent pas tacler le problème à la racine. Tout le monde essaie, presque tous essayent de protéger leurs intérêts, protéger leurs bonnes images, protéger leurs statuts sociaux. Malheureusement, c'est souvent ça. Tu dis que tu n'as plus de force et que le bureau de vote est trop loin. Mais tu es prêt à traverser le Sahara pour un destin incertain. Oui. Tu dis que tu n'as plus de force parce que le bureau de vote est très loin. Mais tu es prêt à traverser le Sahara pour un avenir incertain. Ok, bon. Le nombre d'Africains, le nombre de Camerounais, par exemple, au Cameroun, le nombre de Camerounais qui traversent le désert est inférieur à ceux qui restent. Ok. Ne faites pas comme si c'était que ça fait partie de la majorité des Africains qui sortent du pays. Non. Oui, les Camerounais, non. La grande majeure partie des Camerounais au pays. C'est une minorité qui sort. D'abord, très peu sont courageux. Pour sortir, il faut être courageux. Très peu sont courageux. Pardonnez-moi. Très peu sont courageux. Donc, ce qui fait en sorte que ne donnez pas l'impression que c'est tout le monde qui sort. Mais la question qui se pose, c'est la majorité qui reste, qu'est-ce qu'elle fait? Prend-elle, va-t-elle voter? Madame Nathalie Yam, la majorité qui reste, qu'est-ce qu'elle fait? S'inscrit dans la liste électorale? S'engage-t-elle parce qu'elle est restée? Non, la majorité qui reste aussi exactement comme celle qui est partie, elle est inexistante. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Comment ceux qui restent? Vous dites que les gens refusent de prendre ou bien disent que le poste de zone d'élection est proche alors qu'ils prennent des millions de kilomètres pour aller en Libye ou je ne sais pas où, pour aller en Italie, en Allemagne. Mais ça, c'est la minorité. La grande majeure partie de la jeunesse africaine est sur place. Soyons sérieux. Je sais que les médias aiment qu'on veut qu'on fasse un bouffe sur cette affaire, mais en fait, la grande majeure partie des Africains sont au pays. Mais que fait cette grande majorité, Mme Nathalie Yam? Et si elle veut même faire, pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi elle ne fait pas? Pourquoi elle ne va pas s'inscrire? Vous pensez que c'est les 1 million qui sortent là, ou les 500 000, ou les 200 000 Camerounais qui sortent chaque année, qui fait en sorte que M. Biya reste au pouvoir longtemps? Non! C'est parce que vous n'attaquez pas le problème à la base. Même ceux qui restent sont découragés. Même ceux qui restent ne font pas les petits kilomètres pour aller voter à l'école d'à côté. Ils ne trouvent pas d'intérêt à aller le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que aller voter ne va pas changer les choses. Et ils le font depuis 40 ans. Ils voient que les choses changent depuis 40 ans. Attention, il ne faut pas qu'on ait l'impression que les Camerounais n'allaient pas voter, les Africains n'allaient pas voter. Ça aussi, c'est une fausse impression. Les Camerounais allaient voter, mais on les a découragés. Avec la brutalité des dirigeants qui sont vos amis, avec la brutalité des dirigeants qui sont vos compatriotes, vos amis, vos semblables, vos contemporains, les gens avec qui vous traînez, est-ce que vous leur dites ça? Est-ce que vous leur présentez ça, Madame Nathalie Yam, au neveu de M. Biya? Est-ce que vous le lui dites? Quelles sont vos conversations? Je suis sûr et certain que si vous entamez des conversations sérieuses avec ce monsieur, je ne pense pas que vous vous retrouverez assis avec eux en train de faire des réunions dans des villages, dans des brousses.
comme j'ai vu. C'est parce que vous ne posez pas des questions sérieuses. Le même monsieur, le neveu de M. Biya, qui est à la CNPS, j'ai suivi le documentaire. Pendant tout le journaliste de Canal 2, je pense que Canal 2, l'a poursuivi chez lui, partout, montré tout son camp, son range et tout, super. Chacun a le droit d'avoir sa chose. Ce n'est pas là le point. Mais le point, c'est que chaque fois que le journaliste voulait parler politique, madame, votre ami refusait. Il disait que non, il ne veut pas qu'on parle politique, il ne fait pas la politique. Il ne fait pas la politique. Et je me demandais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a un problème à faire la politique, puisqu'il parle de, je ne sais pas quoi, il est de la CNPS, machin, il y a une politique de CNPS, une politique des impôts. La politique, c'est géré par le président de la République qui pense qu'on doit payer ceci, cela. Donc, il fait la politique, c'est un homme politique. Non, je ne fais pas la politique. Et vous savez ce qui s'est passé chez les Camerounais? Dans la même vidéo, le lendemain, il a organisé un festin au village, des gens venaient manger dans son range. Il y avait des tables blanches un peu partout. Et sa propre femme s'est habillée avec l'habit du RDPC. S'est assise sur la table. Et puis je me suis posé la question, mais ce n'est pas le monsieur qui ne fait pas la politique. Qu'est-ce qu'elle fait avec l'habit du RDPC sur la table? Que fait-elle avec l'habit du RDPC sur la table? Elle ne fait pas la politique, mais elle donne les signes de politique. Et voilà des gens avec qui vous vous asseyez. Est-ce que vous leur dites ça? Que les Camerounais sont au Cameroun, la majeure partie des Camerounais qui sont au Cameroun, la minorité sort, hein. C'est pas la majorité qui sort, c'est la minorité en tension. Attention, il ne faut pas qu'on vous mente, ce n'est pas la majorité. L'Occident veut qu'on communique ça comme si c'était vraiment une vague de migrants qui sortent. Non, ce n'est pas vrai. La grande majorité reste sur place parce que, pas parce qu'elle ne veut pas sortir, elle n'a même pas les moyens pour sortir. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens financiers. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens mentaux. Très souvent, c'est les plus intelligents qui prennent le risque parce que les plus intelligents ont encore un peu la force, le courage. La grande majorité, c'est des morveux qui s'asseyent là au Cameroun. Mais eux aussi, ils ne vont même pas voter. Ils ne se déplacent pas. Vous leur dites, allez prendre les cartes électorales, allez voter, défendez vos votes, allez contrôler vos votes. Ils sont là, ils s'asseyent. Alors que le bureau de vote est à côté. Mais on va maintenant jeter l'opprobre sur les 2, 3 Camerounais, Ivoiriens, Sénégalais qui sortent et qui prennent le courage d'aller à des kilomètres de là. Mais oui, ça vaut le coup d'aller à des kilomètres. Ça vaut le coup de faire des kilomètres. Il y a au moins du challenge, de l'aventure. Notre intelligence fonctionne au moins. Que de vivre dans un endroit où l'intelligence ne fonctionne pas. Ça vaut le coup de marcher de Efoulan à Mimboman à pied et d'observer et voir la vie de Yaoundé que d'être en Kondengui où tu ne peux pas te déplacer. Ou bien, Madame Yatalia, vous avez un souci avec l'esprit, la compréhension de l'esprit humain. Malheureusement, vous avez un souci. Je pars sur son texte, hein. Je pars sur le texte. Jeune, faut te revoir. Jeune, c'est toi l'espoir. Jeune, faut t'impliquer. Ah bah ouais. Jeune, deviens leader. Tu dis que tu n'as pas confiance aux résultats des élections, mais tu choisis d'aller subir la violence des élections en détention. Tu dis que tu n'as pas confiance aux résultats des élections, mais tu préfères aller choisir la violence des élections en détention. Ah bah oui. Madame Natalia, le jeune veut vivre. Il veut avoir la sensation que sa vie est plaisante, qu'elle a du goût. Entre accepter les fraudes électorales, les hold-up électoraux, les hold-up constitutionnels que vous leur proposez, vous, Madame Nathalie Yam, et vos amis, ou bien vos amis, peut-être vous pas, mais vos amis leur offrent en Afrique, mieux ils aillent prendre une érection. Ça veut dire, parce qu'elle voulait dire ici là, que la personne va se faire sûrement sodomiser dans les prisons. Au moins l'érection, si c'est que, bon, tu fais comment? Tu prends au moins le plaisir du zizi. Parce que ceux qui sont restés, même eux ne croient pas aux résultats. La preuve, ils sont là. Des millions qui sont sur place. Mais ils sont des victimes de vos discours, très souvent. C'est quoi? C'est qu'ils commencent à avoir l'impression qu'ils sont meilleurs parce qu'ils sont restés sur place. Qu'ils sont importants parce qu'ils sont restés au Cameroun. Qu'ils sont importants parce qu'ils sont au Cameroun ou bien en Afrique. Non, vous n'êtes pas important. On n'est pas important parce qu'on est dans un endroit géographique.
On est important parce que on agit, on est actif dans cet endroit. Aujourd'hui, le combat est devenu la diaspora qui s'en va, la jeunesse qui fuit et ceux qui restent au pays. Et ceux qui sont au pays se disent même que nous, on a fui. Vous allez voir, vous prenez même un avion, vous allez faire des études en Europe. Les gens pensent dans votre famille que vous avez fui. Si vous leur dites, les gars, il faut qu'on s'engage politiquement. Toi, tu as fui le pays. Tu veux qu'on nous s'engage pourquoi? Viens combattre avec nous ici. Voilà. Parce qu'il y a des discours en longueur de journée, en longueur de vie, qui leur envoient ce genre de discours. Des gens qui leur envoient ce genre de discours. Que ceux qui sont partis, c'est leur faute. Et qu'ils seraient moins que ceux qui sont restés. Et qu'ils seraient devenus des meilleurs hommes s'ils étaient restés. Pourtant, il y a ceux qui sont restés à qui il faut parler. Ceux qui sont restés font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont juste fiers d'être restés. Ah, je suis resté au pays, c'est nous qui sommes au pays, nous sommes au pays. Mais être au pays ne fait pas un homme. Être au pays ne veut pas dire que ta dignité est respectée. Être au pays ne veut pas dire que tu es épanoui. Être au pays ne veut pas dire que tu es un homme heureux. Ce n'est pas parce que tu es au pays que tu es heureux. La seule différence entre quelqu'un qui n'est pas au pays et quelqu'un qui est au pays, c'est le soleil. Nous, ici, c'est le froid. Mais ça, c'est des facteurs qui sont externes à nous. Même quand je suis au pays, je ne contrôle pas le soleil. Tu ne peux pas me dire, ah, nous on vit bien, il fait chaud, il fait beau, ici on a les arbres, il fait le machin. Non, mais ça, ce n'est pas à notre contrôle. Et si je veux vous dire qu'il fait froid, oh, tu souffres là-bas, viens ici, viens en Afrique, on vit mieux. Ça, ce n'est pas à ton contrôle. Ce qui rend la vie d'un être humain, c'est ce qu'il a à son contrôle. Pour les chrétiens, on vous dit, allez et dominer la terre, assujettissez-la. Je suis en train d'écrire un livre que je vais sortir d'un moment à l'autre, et ça parle de la domination, du pouvoir et de la puissance. Et je fais des réflexions à l'intérieur, je prends mon temps pour le mettre vraiment à niveau, pour qu'on partage au point sur ce point. Mais sinon, en fait, je vais dire, même de Dieu, votre Dieu auquel vous croyez, vous dit que non. Il n'a pas dit... Adam et Ève, tu es né, oh, tu es au paradis, ouh, non. Allez et multipliez, vous faites ceci. Donc ça veut dire que faites quelque chose. Agissez. On va maintenant critiquer, jeter l'opprobre sur 2-3 personnes, 2-3 Africains qui meurent dans les océans et les déserts. Alors qu'il y a des millions d'Africains qui restent sur le pays, qui ne foutent absolument rien, qui sont tout le temps trompés tous les jours, que s'il commence à faire un business, ça va marcher. S'il ouvre, il vend les ananas, ça va marcher. S'il fait le champ, ça va marcher. S'il vend les patates, ça va marcher. On passe le temps, leur dit, si tu investis, tu ouvres une boutique, ça va marcher. Ils savent que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'ils ne sont plus engagés en politique. C'est pour ça qu'ils ne vont pas voter. Parce que chaque fois qu'ils ont voté, leurs rêves ont été brisés. Donc il faut questionner la politique des hommes politiques qui sont vos amis, madame. Tu dis que tu n'as pas le courage de marcher jusqu'à l'EPP pour aller voter, mais tu es prêt à affronter la Méditerranée sur un pneumatique sans savoir nager. Oh, ouais. Tu dis que tu souffres, que tu as faim, que chez toi c'est la misère, mais tu préfères crever la gorge sèche, le ventre vide dans le désert. Tu dis que chez toi c'est la misère, la machin, la femme, la famille, quoi? Attends, elle dit, tu dis que chez toi c'est... Sur un pneumatique sans savoir nager. Tu dis que tu souffres, que tu as faim, que chez toi c'est la misère. Tu dis que tu souffres, tu as faim, chez toi c'est la misère. Mais tu préfères crever la gorge sèche, le ventre vide dans le désert. Mais tu préfères crever la gorge sèche, le ventre vide dans le désert, un truc comme ça. Madame Nathalie Yamui, l'homme ne vit pas que de pain seulement. Lorsque l'esprit d'un être humain n'est pas libre, la nourriture ne veut rien dire. La nourriture n'a pas de sens pour lui. Remarquez, Madame Nathalie Yam, lorsque vous êtes fâché, je me dis, lorsque vous êtes mal en point mentalement, vous êtes peut-être même malade, vous perdez l'appétit. Pourtant, vous devez manger. Lorsque vous êtes en dispute ou en problème avec quelqu'un, un semblable, un proche, votre femme, votre mari, je ne sais pas, lorsque les gens pensent, la tête ne va pas bien, on perd l'appétit. Écoutez, les Africains n'ont pas un problème de manger.
Les Africains au désert, lorsqu'ils meurent, ce n'est pas parce qu'ils ne mangent pas. Ils ne se plaignent pas parce qu'ils ne mangent pas. Ils ne meurent pas parce qu'ils ne mangent pas. Ils meurent parce qu'ils ne sont pas libres. Ils meurent parce que chez eux, ils ne sont pas libres. Et attention, ce n'est pas parce que quelqu'un mange chez soi qu'il est forcément à l'aise. Moi, je mangeais chez moi au Cameroun. Mes parents mangent, mes frères, mes soeurs actuellement mangent. En prison, on mange. Gars, parlons. Parle rappant. Ce que j'entends là, ce n'est pas du rap, bro. Bon, en fait, Rassi, j'ai pas compris. C'est à moi que tu t'adresses. Oui, je veux dire, les prisonniers mangent aussi. Allez dans la prison de Yaoundé, Madame Nathalie, hein. Allez dans la prison, à Yaoundé, à Douala, dans les prisons de Cocoti, je ne sais pas où, en Côte d'Ivoire, partout là. Les Camerounais mangent. On leur apporte des couscous, des ndolés, des héros, des foufous, des coquilles. Ils se disputent même, déjà même les coquilles. Ce n'est pas un problème de manger. Même en prison, on mange. Mais est-ce que l'homme veut être en prison? Non. Ce qui fait souffrir l'homme en prison, ce n'est pas le fait qu'il ne mange pas. Ce qui fait souffrir l'homme en prison, c'est qu'il n'est pas libre. Donc, les Camerounais, les Africains, n'ont pas un problème de manger. Lorsqu'ils vont au désert, ils savent qu'ils peuvent manger. Au désert, de toute façon, au moins chaque Africain a déjà vu qu'un désert n'a pas d'arbre. Ils savent que là-bas, il ne va pas trouver la banane facilement, l'orange, le couscous, le coq. Ils savent. Ou la tchéquier. Ils le savent. Mais posez-vous la question, pourquoi ils vont tout de même? Pourtant, ils ont les couscous, les atchéquiers, les coquilles, les nkuis, les tarots, les poissons braisés. C'est ça. Mais ils laissent le taro parce qu'ils se sentent en prison chez eux. Quand ils mangent le taro et le nkuis au Cameroun, ils sont comme des prisonniers à qui on est venu donner la nourriture. En Konengi. Il mange au taro, il ferme sa gueule. Mange ça et ferme ta gueule. Mange le héros, tais-toi. Tu fuis. Je me rappelle que nous étions très jeunes et tu sors le matin, tu vas jouer avec tes amis. On t'appelle. Tu es où? Cet enfant-ci vraiment. Tu es où? On te cherche, tu es où? Tu es en train de jouer. Tu ne penses pas à la nourriture. Dès que tu entres, viens t'asseoir ici. Oh, tu es devenu quoi, géomètre? Assieds-toi ici. Tu dis, je vais avec mes amis. Tais-toi. Hein? Quand je t'appelle, tu te tais. Assieds-toi ici. Assieds-toi et mange. Mange ça. Et tu me termines ce plat. Ok? Tu manges, mais tu es en prison. On peut manger et être en prison. Mais ça ne nourrit pas l'esprit. Parce que l'être humain ne vit pas que de nourriture, de pain. Son esprit doit être nourri. Et ce qui nourrit l'esprit, c'est l'expansion, la culture, l'éducation, la liberté d'expression, la dignité humaine, la capacité de choisir ses dirigeants. D'être sûr que s'il choisit, s'il va voter, c'est ceux qui ont voté, ceux qui ont gagné, qui vont être au pouvoir. Ce n'est pas s'ils mangent. Donc, ça, ce n'est pas des arguments, madame. Je dis encore, madame Nathalie Yam ne comprend pas l'esprit humain. Malheureusement, c'est ça que nous avons souvent, très souvent en majeure partie chez nos leaders d'opinion en Afrique. La majeure partie d'eux ont de très belles intentions, mais ils ont une ignorance sur l'esprit des gens à qui ils parlent. Pour qui ils parlent. Jeune, faut te revoir. Jeune, c'est toi l'espoir. Jeune, faut t'impliquer. Jeune,
Deviens leader. Sinon, ici ou ailleurs, tu seras le noir. Le noir. Le noir. Le noir. Qui sera broyé. Ok. Si tu ne fais pas tout ce que Nathalie Yam a écrit dans son texte là, qu'elle propose, je ne dis pas qu'elle se prend pour quelqu'un qui dit ce qu'il faut dire, je dis que si tu ne fais pas ce qu'elle propose, tu seras le noir. Le noir. Elle répète, le noir. Tu seras broyé. En fait, c'est remarquez que à la fin de tout ce discours, c'est créer la peur dans le noir. En fait, le noir, tu seras la chose qu'on doit normalement broyer, puis ce sera OK. C'est soit tu fais ce que je t'ai dit, soit tu seras broyé dans le monde. Madame Nathalie Yam, les Noirs sont broyés en Afrique. Madame Nathalie Yam, les Noirs sont broyés en Afrique. Chaque jour. Au Cameroun, quel est le pays, ton pays dont tu es issu, ton pays, je peux dire quoi, ok, naturel, c'est, il y a quelques jours, quelques semaines, un journaliste a été broyé. Et ça, c'est un. Des millions, des centaines comme ça au Cameroun sont broyés. Et il y a une course qui se passe, la course du mont Cameroun, je ne sais pas quoi. Il y a des Camerounais qui ont été broyés par des explosions. En plein Cameroun, madame. Il y a des militants politiques, des partis politiques de l'opposition au Cameroun, les partis politiques opposés au gouvernement des gens qui sont vos amis. Je ne vous ai jamais vu auprès de Maurice Kamto. Je ne vous ai jamais vu auprès des leaders de l'opposition. Moi, je vous ai vu au moins une fois auprès de ceux qui sont au pouvoir au Cameroun. Donc, l'opposition de ceux qui sont au pouvoir, l'un de vos amis, ils ont jeté des militants, leur ont donné 7 ans, parce qu'ils auraient pensé marcher un lendemain, broyer leur vie. Parce que 7 ans, un jour de raté en prison, c'est une vie de raté. Mais ils ont jeté 7 ans, Madame Nathalie Yam. Qu'en dites-vous? Quelles sont vos conversations avec ces personnes, avec vos amis? Que dites-vous à ces gens? Êtes-vous capable de leur dire la vérité en face? Je suis sûr que oui. Et que lorsque vous allez le faire, vous serez la première à nous dire, voici ce que j'ai dit. Vous serez la première à filmer parce que vous aimez bien vous faire voir, vous aimez bien qu'on sache que vous avez communiqué à des leaders. Vous étiez en Russie, vous avez communiqué à des leaders, vous êtes passé dans la télé du monde que vous étiez en Russie. Lorsque vous partez chez les gouvernants, les fils et les frères qui sont au pouvoir en Afrique, ne vous cachez pas. Présentez. Dites-nous le discours que vous avez échangé là-bas. Filmez. Parce que les Africains sont broyés en Afrique. Les Africains sont broyés en Afrique. Donc, ils sont noirs. Ils seront toujours noirs. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Libye, tu seras le noir. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'ai pas de souci à être le noir. Je veux être le noir. Je suis né noir. Et ça va rester comme ça. Ce que nous ne voulons pas, c'est d'être broyés par les nôtres. Les autres peuvent nous broyer. Ils peuvent avoir l'intention de nous broyer. Nous n'avons pas le pouvoir dessus. Mais quand nos propres personnes nous broient, ça veut dire que le problème est à l'intérieur. Madame Nathalie Yam, nous allons combattre le problème à l'intérieur. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous parce que c'était la fin du poème de Madame Nathalie Yam, du texte qu'elle a envoyé à des artistes ivoiriens. Et je voulais vous montrer qu'il y avait beaucoup de choses à redire, qu'elle a fait le discours que ma grand-mère fait, en fait, que mes grands-parents m'ont fait, mes parents m'ont toujours raconté ça. Les jeunes Camerounais écoutent ça tout le temps, genre discours, ne pars pas là-bas, tu peux faire mourir, le désert fait peur, tu vas mourir au désert, tu vas mourir dans l'eau, en croyant qu'en leur disant ça, les gens ne vont plus sortir. Moi, je pense que c'est parce qu'on ne va pas au fond du problème, c'est parce qu'on n'attaque pas le problème à sa racine. On survole les problèmes. J'aimerais terminer aussi en disant que ce genre de discours, vous devez les comprendre. Ils servent les dictatures et ils servent les néocolons. Je vais vous dire comment. Ce sont des discours milieux.
Ce sont des discours du milieu. Ce sont des discours où on ne veut déranger personne. En Occident, on nous dit que les Noirs viennent trop, les clandestins, tellement d'immigrés, c'est grave, ils sont pleins dans la mer, l'océan. Les Occidentaux ont des politiques. Ils ont même financé la Libye. Je me rappelle que même la Libye et certains pays étaient financés pour les garder dans les prisons là. Il ne faut pas qu'ils traversent, qu'ils viennent en Europe. N'est-ce pas? On pouvait les torturer, on donnait des milliards des gouvernements qui torturaient les Africains quelque part, mais on ne devait pas traverser. Les Occidentaux sont contre l'immigration clandestine. Mais les dictateurs sont aussi contre l'immigration clandestine, chers Africains. Les dictateurs sont aussi contre l'immigration clandestine. Ne croyez pas que les dictateurs sont pour l'immigration clandestine. Non, c'est faux. Ils sont contre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'immigration clandestine est comme un miroir, comme une fenêtre à la dictature, pour la dictature. C'est comme un miroir de leur mauvaise gouvernance. Les dictateurs n'aiment pas qu'on les présente comme des mauvais gouvernants. Puisque pour gouverner les gens, il faut que tu es bon. Donc, si les Camerounais sortent du pays n'importe comment, meurent dans les mers, ces choses-là, ça donne une mauvaise image pour eux. Même si on ne va rien leur faire, mais lui-même pour le dictateur, merde, c'est chiant quand même, même si je suis dictateur, ce serait chiant d'avoir tout le temps dans mon Apple, dans mon bureau présidentiel, des corps de mes compatriotes posés. Alors que je dis ici là que oui, je vais vous donner en 2035, émergence, je construis les routes, je vais vous donner l'électricité, Lok Panga, Lok Pingui, il y a le port de Douala. Et les gens fuient, pas mourir comme des vauriens. Donc les dictateurs, ça les dérange. Je le dis pour vous faire comprendre que le discours ne devait pas être très important, ne veut pas crédibiliser quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle contre l'immigration qu'il est forcément pour vous, puisque même les Blancs, les Européens, les Français sont contre l'immigration. Mais est-ce que la politique française est pour l'Afrique, pour la libération et la liberté en Afrique? Non. De même, ce n'est pas parce que quelqu'un parle pour l'immigration, contre l'immigration, qu'il est pour le changement, la liberté dans son pays, puisque les dictateurs aussi sont contre. Les dictateurs font quoi? Ils veulent que vous restiez, ils vous torturent en silence chez vous. Ferme-la. Je te tape, ne pleure pas. C'est tout. C'est la politique de je te tape, je te torture, ne pleure pas. Ce n'est pas qu'ils veulent la liberté. Ce n'est pas quand ils vous appellent chez vous, rentrer chez vous, ce n'est pas parce qu'ils vont vous rendre la vie, vous aurez une vie épanouie. Non. C'est que n'allez pas présenter notre mauvaise famille dehors. On nous faisait même ça au quartier quand on était très jeunes à la famille. Tu me souilles. Toi, Fabrice, tu me souilles. Les mots de ma maman. Tu me souilles dehors. Reste ici. Quand tu pars là-bas, tu demandes la nourriture, tu me souilles. Alors que je n'ai pas mangé à la maison. Je vous raconte une petite histoire. J'avais mon petit cousin qui vivait il mangeait. La vie était difficile. Alors la matin, sa maman n'avait pas fini de cook. Sa maman n'avait pas fini de faire la cuisine et tout. Le gars avait faim, mais il jouait au ballon là un peu dans la cour et tout. Derrière, quelque part là-bas, où habitait aussi un de ses oncles, le frère de sa maman. Alors le gars, il joue le ventre au bout, mais il n'a pas à manger vraiment, c'est pas prêt et tout. Et je ne sais pas, ou c'est pas assez, je ne sais pas. Mais bref, il est donc parti manger à la maison, mais peut-être que c'était pas assez haut, je ne sais pas. Le gars sort. Il continue à jouer. Il voit dans son oncle. Tonton, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es loin de la maison comme ça? Il joue au ballon. Tonton, j'ai faim. Je veux manger. Hein? Tu as faim? Tu n'as pas mangé à la maison? Il n'y a pas encore. Moi, on n'a pas fait préparer. Non, il n'a pas mangé. Puis le matin, tonton, il n'a pas mangé. En fait, tonton a donc donné l'argent à 100 francs, je ne sais pas combien, ou 50 à mon cousin. Le cousin donne bac à la maison après les jeux. Il trouve tonton à la maison. Donc tonton l'a laissé jouer. Tonton est parti à la maison, causer avec sa soeur, dans la maman de mon cousin. Le cousin arrive alors à la maison.
La maman dit, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Tu dis que quoi? Qu'est-ce que tu as raconté? Ce n'est pas toi qui as mangé ici tout à l'heure. Ce n'est pas toi qui as fait ceci. Elle n'a pas cherché à savoir. Si l'enfant était rassasié, il a mangé à sa satiété, non. Elle était plus axée que l'enfant lui a fait honte. Tu me fais honte. Tu me fais honte. Tu peux demander la langue comme si tu ne manges pas ici. Elle a ce qu'elle a fait. Elle a dit, ok, tu vas manger aujourd'hui. Elle a donné 60 francs. Elle a acheté un pain. Le pain coûtait encore en ce moment, je pense, ou 125. Elle a acheté un pain 100 francs et le sucre de 25, c'était encore. Le jeune homme est parti acheter le pain. Elle te viens avec ça, tu vas manger maintenant. Elle a mis l'eau dans une grosse calebasse. Elle a mis le sucre dans l'eau. Et elle a dit, tu vas me finir ça. Donc, il y avait le couscous dans le ventre du cousin. Il y avait encore aussi le pain. Le gars commence. Il mange, il mange. Ça n'allait pas. Et le pain avant était gros. Hein? Et pour un petit enfant, c'était vraiment costaud. Un pain. Donc, le gars commence à manger. Il fait. Il mange ça. Il mange, il fait. À ma tête, qu'est-ce que tu veux faire là? Tu veux faire quoi là? Tu veux vomir? Il dit, maman, quand elle met le doigt et touche le pain, la mère dit que tu vas manger le pain là. Comme tu ne manges pas ici. En fait, c'est comme ça que le gars, il a vomi le pain. Il a vomi le couscous même. Il est devenu encore plus affamé qu'avant et tout. Mais bref, ça c'était juste pour faire comprendre que on a souvent ce problème. On ne veut pas être humilié. On a souvent l'impression que nos enfants nous humilient, nos enfants nous souillent. Très souvent parce ils vont présenter dehors la galère qu'on a à l'intérieur. Donc le dictateur n'a pas pour intérêt à voir les immigrés. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'il vous dit revenez, ça veut dire qu'il va vous serez épanoui. Non. Donc ça c'est ça. Madame Nathalie Yam, son discours, ce discours du milieu. Ça arrange les dictateurs, ça arrange l'Occident. L'Occident aime ce discours parce qu'une leader d'opinion a demandé aux Africains de rentrer chez eux et de ne plus prendre la route. S'ils écoutent Nathalie Yam, qui est beaucoup écoutée, il est fort possible qu'une bonne partie décide de ne même plus prendre l'avion ou de ne plus prendre le désert. C'est sur ça qu'on joue. Et deuxièmement, ça arrange les dictatures qui sont ses amis, au Cameroun particulièrement. La dictature de M. Biya, ce sont ses proches, ce sont ses amis, ce sont les gars avec qui ils traînent. Et ça les arrange parce que ça veut dire que si les jeunes l'écoutent, beaucoup de jeunes vont rester au Cameroun et ils vont subir la torture de M. Biya et le pouvoir, le gré à gré et tout ce que la torture, la violence de M. Biya. Tranquille, mais au Cameroun. C'est ce que je voulais faire part. Pour terminer aussi, la jeunesse africaine est comme dans un sandwich. Lorsque j'étais très jeune, je fuyais les classes. On ne peut pas intervenir. Non, je ne sais pas, est-ce que j'ai permis l'intervention? Je ne sais pas. Mot de commentaire. J'ai peut-être... Oh oui, puisque bon, peut-être intervenir au niveau de mon téléphone, mon smartphone. Vous appelez, je vous fais... Parce que je suis sur le laptop, donc je ne suis pas directement sur mon phone. Mais mon smartphone est chez mon petit garçon. Donc, mais c'est pas grave. Peut-être on peut lancer une discussion pareille dans les réseaux. Tes réseaux osent. Tu peux faire intervenir les gens là-bas, ça va peut-être apporter aussi. Ok, donc je m'excuse, j'ai pas l'option là ici. Bon bref, donc je fuyais l'école, je quittais la maison, je disais que j'allais à l'école, mais je n'arrivais pas aussi à l'école. Pourquoi? Parce que à la maison, si je reste à la maison, je ne serai pas épanoui, je ne vais pas pouvoir voir les films, je ne vais pas pouvoir dormir tranquillement, je ne vais pas pouvoir écouter la musique. On va me dire, qu'est-ce que tu fais ici, blablabla, blablabla. Si je vais à l'école, on va me dire, oh oui, tu es ici, hein, tu vas apprendre ceci, blablabla. On va me taper aux fesses, on va me donner les sous-moyennes, on va me donner des choses, on va m'insulter, m'humilier ou échouer. Qu'est-ce que je fais? Je reste entre l'école et la maison. La majeure partie des Camerounais vivent dans la rue. La jeunesse camerounaise vit dans la rue. Elle vit entre l'Europe et leur pays. Vous comprenez? Que ce soit physiquement ou mentalement, la majeure partie des Africains ne vivent pas intégralement quelque part. Rejetés en Europe, un peu comme l'école,
rejetés aussi à la maison, un peu comme dans leur propre pays, comme étant la maison. Donc, ils vivent en transit, tout le temps en transit. Que ce soit physiquement ou bien mentalement, on est tout le temps en transit. Malheureusement, c'est la conséquence de la mauvaise gouvernance. Au Cameroun, c'est la conséquence de 40 années de mauvaise gouvernance, plus même de mauvaise gouvernance, de pillage des puissances coloniales et impérialistes. C'est plus de 40 années d'asservissement des masses et des peuples qui a créé des populations en transit tout le temps. Donc, si nous voulons empêcher ou bien changer la situation des Africains, Madame Nathalie Yam, vous n'êtes pas en Afrique, vous demandez aux Africains de rester en Afrique, mais vous-même, vous êtes quelque part dans des belles salons feutrés, comme les gars me disent très souvent. Donc, vous êtes quelque part bien dans une bonne situation. Mais vous remarquez que vous agissez, vous vous dites que ce que vous dites, le travail que vous faites impacte les Africains qui sont sur place. Comprenez, donc on n'a pas forcément obligé d'être rentré au Cameroun ou bien de vivre au Cameroun, de rester au Cameroun pour changer les choses. Là n'est pas le point. Mais il faut être capable, peu importe où nous sommes, de poser les vrais problèmes et de pointer les vraies raisons, les vraies causes et d'engager la vraie mentalité, la mentalité nécessaire. Il ne suffit pas de chanter les Africains, panafricanisme, les Africains, ça ne sert à rien. Je trouve que ça ne sert à rien, c'est inutile. C'est un travail qui ne va changer pas grand-chose, honnêtement. Merci de m'avoir suivi. C'était Kwale, on a fait 1h40 minutes. J'aurais voulu faire 1h30, mais bon, j'ai pris un peu plus de temps. J'espère que j'ai été clair. J'espère que vous avez compris mon message et que si Madame Nathalie Yam tombe sur ce live, elle va comprendre mon message. Ça n'a pas pour intention de dénigrer quoi que ce soit. Ça avait pour intention de montrer les limites du texte de rap, les limites du discours de rap qu'elle a écrit et que je voulais lui faire comprendre que ce n'est pas suffisant et ça ne porte pas de fruits réellement. Et j'ai expliqué pourquoi. J'ai pris ligne par ligne pour expliquer pourquoi. Merci. Donc, ciao. Bon dimanche à tout le monde. Bon après-midi. Amusez-vous et préparez bon début de semaine. Ciao. En passant, merci à tous ceux qui étaient là. Merci à ceux qui ont eu le courage de rester, de partager, d'échanger avec moi, de commenter. Merci à ceux qui ont laissé des étoiles. Merci pour ceux qui vont laisser après. Merci pour ceux qui encouragent le travail que nous faisons. C'est OK.